Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette visioconférence organisée par l'IRIS Hachette Éducation. À quelques jours de la fin d'une Coupe du Monde que vont se disputer une fois encore l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, nous vous proposons de discuter du thème de la géopolitique du rugby, une mondialisation inachevable. Je vous présente nos intervenants. Franciane Allaire, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la spécialité AGGSP au lycée Albert Châtelet à Douai et vous faites partie de l'équipe des directeurs d'ouvrage de la collection AGGSP chez Hachette Éducation. Lucas Aubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS en charge du programme sport et géopolitique et vous avez publié en 2022 un atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Carole Gomez, bonjour. Vous êtes Bonjour. assistante diplômée en sociologie du sport à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne et vous êtes l'auteur d'une géopolitique du rugby, publiée dans un format de poche aux éditions Duno à l'occasion de cette Coupe du Monde au mois de septembre. Et enfin, Henri Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Bellevue, à Albi, terre de rugby s'il en est. Et vous êtes vous aussi l'un des directeurs d'ouvrage de la collection AGGSP d'Hachette Éducation. Voilà, merci à tous pour votre participation. Donc, on vous propose 3 temps pour cette visioconférence. Dans un premier temps, Lucas Aubin et Carole Gomez vont contextualiser un petit peu le thème de cette visioconférence. Il y aura ensuite un deuxième temps de questions-réponses entre les quatre intervenants. Et on ouvrira ensuite la conversation avec vous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, le fil le chat sera ouvert pour toutes les questions que vous vous posez au sujet de notre thème du jour. Voilà, je laisse la parole à Carole Gomez et à Lucas Aubin et un très bon webinaire à tous. Merci beaucoup Gaël pour votre présentation. Avec Carole Gomez, nous allons essayer de vous présenter aujourd'hui à grands traits les grands enjeux de la géopolitique du rugby aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, j'aimerais revenir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pardon, c'est que nous avons, Carole Gomez et moi-même, deux spécialités, euh, disons, différentes. Carole Gomez est véritablement spécialisée sur la géopolitique du rugby, donc c'est elle qui interviendra sur vraiment le fond sur ces questions-là. Moi, je suis davantage spécialisé sur d'autres thèmes liés à la géopolitique du sport et notamment la géopolitique du sport en Russie, par exemple. Donc, je commencerai cette intervention par vous présenter un peu à grands traits les grands enjeux de la géopolitique du sport depuis la naissance du sport moderne jusqu'à nos jours. Et ensuite, Carole Gomez contextualisera davantage en traitant de la question du rugby. Puis, nous répondrons à diverses questions. Alors, j'avais préparé du coup un PowerPoint que je vais vous partager maintenant. Hop, voilà. J'espère que tout le monde le voit. Tac. Donc, concrètement, souvent quand on pense géopolitique du sport et géopolitique du sport moderne, on ne sait pas vraiment euh, savoir justement à quand faire remonter cette géopolitique. On pense parfois, par exemple, aux Jeux panhelléniques, donc les Jeux d'Athènes, les Jeux d'Olympie à l'époque de la Grèce antique, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, par exemple. Euh, on pense parfois à la naissance des Jeux olympiques de l'ère moderne, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par exemple, et on pense notamment aux JO, Jeux olympiques de Berlin en 1936, par exemple, qui sont assez connus, notamment par rapport au fait que Adolf Hitler avait utilisé ces Jeux olympiques comme un instrument de puissance. Euh, En réalité, il y a un moment assez précis dans l'histoire qui montre justement la naissance du sport moderne. Le sport moderne, concrètement, il naît euh, dans la première moitié du 19e siècle. Et il naît où? Il naît principalement en Grande-Bretagne et plus spécifiquement en Angleterre. Avant cette naissance du sport moderne en Angleterre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sport à l'échelle mondiale, à l'échelle vraiment internationale, n'était pas
n'était pas codifiée, c'est-à-dire que la façon n'était pas codifiée internationalement, pardon. C'est-à-dire que la façon dont vous pratiquiez, par exemple, je sais pas, le football, le cricket euh, ou le judo ou d'autres sports, n'était pas diffusée à l'échelle mondiale, mais elle était vraiment pratiquée de telle ou telle façon à l'échelle locale. Et donc, par exemple, quand vous pratiquiez le football au début du 19e euh, en Angleterre, vous aviez, selon les lieux où vous pratiquiez, des terrains de football de taille différentes, vous aviez des ballons de football de taille différente également. Bref, il n'y avait pas une norme, en fait, qui permettait de globaliser ce sport et ces sports de manière générale. À partir de la première moitié du 19e siècle, il y a une évolution, c'est-à-dire que le sport moderne commence à se diffuser à l'international et on note principalement trois pôles de diffusion majeurs qu'on peut voir justement sur cette carte. Le pôle le plus connu, évidemment, c'est le pôle britannique que j'ai déjà évoqué, mais on a aussi le pôle nord-américain et le pôle asiatique. Alors évidemment, c'est une façon assez grossière de vous présenter les enjeux, mais ça a le mérite au moins d'être assez clair dans le cadre d'une conférence comme celle-ci. Forcément, les sports qui vont être diffusés par ces principaux pôles vont être très très différents, évidemment. Et ce qui nous intéresse ici, c'est principalement le pôle européen et notamment la Grande-Bretagne, parce que on va avoir justement un modèle spécifique de diffusion du sport. Il faut comprendre que au début du 19e siècle, le sport se développe de façon assez importante en Grande-Bretagne et on se rend compte finalement que les public schools, donc les universités britanniques, commencent à concourir les unes contre les autres dans différents sports et notamment dans des sports comme le football, le rugby ou encore le cricket. Et ces oppositions vont contribuer finalement à normaliser ces sports. C'est-à-dire que pour faire en sorte que chaque équipe concourt de façon équitable avec les autres, il faut évidemment des règles, que ce soit d'un point de vue de l'arbitrage, mais aussi d'un point de vue de la taille des ballons, d'un point de vue de la taille des terrains, du temps justement des matchs, etc., etc. Et ça va fonctionner si bien que, en réalité, très rapidement, cette façon de pratiquer le sport va se déployer euh, à l'échelle d'une part européenne, mais aussi à l'échelle de l'Empire britannique, qui était à l'époque, au début du 19e siècle, l'empire en fait le plus important en termes de taille de la planète. Et donc, de fait, on va avoir un modèle sportif très spécifique qui va se déployer évidemment à grande échelle. Puis plus tard, et je fais l'histoire de façon assez rapide volontairement, mais on va avoir plusieurs grandes étapes au cours du 19e et du 20e siècle qui vont permettre la diffusion du sport à l'échelle internationale et au point de faire justement du sport un fait, comme on dit, un fait social total majeur qui touche tout le monde euh, partout sur la planète. Euh, on va pouvoir voir finalement trois ou quatre moments marquants. Le premier moment, c'est la recréation des Jeux modernes, donc des Jeux olympiques modernes par Pierre de Coubertin en 1896 avec la première édition olympique à Athènes, par exemple. Et depuis, on a tous les 4 ans, puis tous les 2 ans, des éditions olympiques d'été et d'hiver. Euh, on a ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un moment assez important, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre froide. Et donc, la guerre froide passe également par le sport, c'est la guerre froide du sport. Et on va avoir une opposition finalement systémique à l'échelle internationale entre le bloc de l'Est, donc représenté principalement par l'Union soviétique, et en face, le bloc de l'Ouest, représenté principalement par les États-Unis et les pays dits capitalistes à l'époque. Et cette opposition va faire naître justement de différents antagonismes d'un point de vue sportif, au point que le sport va devenir un enjeu géopolitique majeur durant cette période, et il le restera. C'est durant cette période, durant cette guerre froide, donc entre 1952 et 1991, que va se démocratiser la télévision notamment, qui va contribuer à déployer euh, le sport, à permettre de diffuser les rencontres sportives
en direct un peu partout sur la planète. Alors au début dans les pays occidentaux, puis à mesure que la télévision va se démocratiser dans des pays non occidentaux. Et enfin, je continue ce voyage assez rapide. Depuis 1991, on a un changement finalement dans la géopolitique du sport, c'est-à-dire que on n'est plus uniquement dans un monde bipolaire, principalement au sein duquel les puissances occidentales diffusent leur modèle sportif, mais on est au contraire dans un monde multipolaire. Alors, je peux vous montrer justement une carte qui révèle un peu les différents pôles de puissance du sport euh, aujourd'hui, mais on est dans un monde multipolaire où finalement on a les pays occidentaux qui accueillent une bonne partie des grands événements sportifs, mais on a aussi d'autres pôles qui commencent à se révéler. Vous pouvez le voir en violet clair, disons. On a les pays dits émergents, les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui ont décidé de se lancer dans l'aventure du sport moderne au début des années, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui et qui l'ont fait avec succès, puisqu'on sait qu'il y a eu par exemple 2 éditions olympiques à Pékin en 2008 et 2022. On sait qu'il y a eu au Brésil en 2014 une Coupe du Monde de football et les JO de Rio de 2016. On sait qu'il y a eu la Coupe du Monde de football en 2010 en Afrique du Sud. Bref, il y aurait beaucoup d'autres exemples à mettre en avant, mais ces pays émergents euh, n'ont pas émergé uniquement d'un point de vue économique et culturel, ils ont émergé aussi d'un point de vue sportif. Et deux autres pôles importants de la géopolitique du sport actuellement, c'est donc d'une part les monarchies pétrolières et gazières du Golfe, donc, qu'on peut voir sur la carte en vert, donc c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis notamment, qui utilisent énormément le sport comme un instrument de puissance, évidemment. Et on a évidemment un quatrième pôle qui, lui, est beaucoup plus discret, hein, c'est un pôle qui vient, entre guillemets, qui va probablement s'imposer dans les décennies qui viennent, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On pense évidemment à une bonne partie du continent africain. On pense aussi à l'Asie du Sud-Est et à une bonne partie de l'Amérique du Sud également. C'est ce qu'on appelle les marges du sport mondial, c'est-à-dire ces pays qui cherchent à s'imposer à travers le sport à l'échelle internationale, mais qui n'y arrivent pas encore tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça me conduit à dire évidemment que le sport moderne est un phénomène assez inédit dans l'histoire du monde, puisque en un peu moins, pardon, de 2 siècles, il a véritablement conquis la planète, donc du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, à l'échelle internationale, quasiment, connaît les noms des grands athlètes qui jouent notamment au football, par exemple, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais après, on peut parler de plein d'autres athlètes d'autres sports, évidemment, Roger Federer ou Serena Williams en tennis, par exemple, etc. Bref, le sport moderne aujourd'hui est un fait social dit total, et dans le cadre de ce phénomène, justement, le rugby a une place bien spécifique. Et c'est ce sur quoi, je pense, Carole Gomez pourra réagir désormais. Et quelle est cette place, finalement, Carole, dans cette mondialisation du sport? Bonjour à tous et à toutes. Merci Lucas pour cette présentation d'introduction assez dense. Pour rebondir peut-être sur ta question et rebondir sur ce que tu viens de dire avec le sport moderne qui a conquis la planète, en réalité, on se rend compte dans le domaine du rugby et sujet qui nous intéresse aujourd'hui que c'est un constat qui souffre peut-être de certaines exceptions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Plusieurs choses. La première, c'est, comme tu as pu le noter, c'est un sport qui vient d'Angleterre, de rugby précisément, de l'université de rugby. La légende raconte qu'il aurait été inventé en 1823. En réalité, on se rend compte au travers de différentes sources, de différentes recherches historiographiques que ce n'est pas forcément le cas, que ce n'était pas forcément possible. Et donc, ça participe aussi à la création de ce mythe autour de ce sport. C'est un sport qui, donc, du coup, ce serait sans doute développé dans les années 1820-1830, et puis petit à petit diffusé à l'échelle par l'Empire britannique sur les différents continents, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Océanie.
et évidemment en Europe hein, de façon générale. Il y a eu au tout début une très large diffusion et très forte pratique de ce sport au sein au sein de l'Empire britannique, au sein des îles britanniques, avec au Pays de Galles, en Écosse et sur l'île d'Irlande, avec un nombre de clubs qui devient de plus en plus important. Et puis on a vraiment vu une diffusion dans un certain nombre de pays. Et il est toujours important, à mon sens, de rappeler que ce sport a posé euh, son ballon de forme un peu étrange dans différents pays auxquels on pense automatiquement, qui sont l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais aussi dans des pays tels que le Japon. On a souvent tendance à l'oublier, et notamment au regard de la dernière Coupe du Monde masculine de rugby à 15 qui s'est déroulée au Japon en 2019. On a souvent l'impression que c'est un nouveau venu dans le monde du rugby, alors qu'en réalité non. Il y a eu des équipes qui se sont constituées dès la fin du 19e siècle, notamment à travers les écoles, les universités le milieu militaire, et que le Japon, par exemple, était présent depuis la première Coupe du Monde masculine de rugby. Euh, je vais peut-être assez rapidement, pas forcément faire l'historique du rugby, qui risquerait de nous prendre du temps, mais sur lequel on reviendra par la suite, peut-être pour vous rappeler en réalité pour vous faire peut-être un panorama des dernières années, parce que c'est surtout ça aussi qui est intéressant, de voir comment est-ce que le rugby s'est petit à petit diffusé. Il y a eu vraiment une empreinte qui s'est développée à l'échelle du monde, mais c'est au final quelque chose qui s'inscrit dans une logique complètement différente que celle du football. Dans le domaine du football, beaucoup de pays, très tôt, se sont mis à pratiquer le football, ont eu des équipes qui se sont constituées, des fédérations nationales qui se sont constituées, une fédération internationale et une compétition qui est arrivée en 1930 pour la compétition masculine de football. Dans le domaine du rugby, c'est quelque chose qui est resté un peu plus lent. Il y a effectivement eu une fédération internationale qui s'est constituée en 1886 sous l'impulsion des nations britanniques, un peu contre la volonté de l'Angleterre qui voulait garder la main mise sur ce sujet. Et en réalité, on se rend compte quand on fait le bilan au bout d'un siècle d'existence, en 1986, il n'y avait que 8 fédérations membres au sein de cette fédération internationale. Parce qu'il y avait vraiment cette volonté de la part des nations, des home nations, comme on les appelle, donc fédération irlandaise, fédération anglaise, fédération galloise, fédération écossaise, de conserver cette, cette le rugby dans ce giron britannique et de ne pas trop le diffuser, de ne pas trop le populariser, de ne pas trop le, le- le mondialiser. Et il y avait vraiment cette volonté de conserver ce ballon dans ce giron britannique. Et puis petit à petit, il y a eu cette volonté, aussi guidée par des logiques économiques, aussi guidée par le succès que l'on pouvait voir dans les autres disciplines, qu'il y a eu plusieurs événements importants, à mon sens, qui sont intervenus en 1987, en 1995 et en 2016. 1987 étant la date de la première Coupe du Monde masculine de rugby, qui a pour la première fois lancé une compétition. Et là encore, je vous rappelle ce que je vous ai dit quelques instants auparavant. Il y a donc eu un laps de temps extrêmement important entre la constitution de la Fédération internationale et l'organisation de la première compétition internationale de rugby, à la différence d'autres disciplines, et par exemple le football, où la Fédération internationale a été créée en 1904 et la première Coupe du Monde masculine de football est intervenue en 1930. Donc 1987 a vraiment été un déclencheur de cette popularité et de cette mondialisation en cours du rugby, parce qu'il y avait aussi des chaînes qui ont commencé à s'y intéresser. Il y avait l'Empire Murdoch qui était derrière hein, cette organisation. Et puis ça a aussi permis de donner une visibilité beaucoup plus grande au rugby. Et les chiffres en témoignent. Entre 1987 et 1991, il y a eu 35 nouvelles fédérations qui ont rejoint du coup la fédération internationale, montrant que c'était désormais quelque chose d'important, qui comptait et qu'il était donc important de rejoindre cette fédération internationale qui s'appelait à l'époque l'IRB et qui s'appelle depuis World Rugby. Deuxième date clé qui me semble important de rappeler, c'est 1995, qui est la date de la professionnalisation pardon, du rugby. Cette date, elle est importante parce qu'elle fait véritablement rentrer le rugby
j'allais dire dans le sport moderne, mais c'est un peu péjoratif que de dire ça, mais c'était vraiment cette volonté de se dire que désormais, l'élément pilier sur lequel s'était construit le rugby, à savoir l'amateurisme, et c'était aussi ça qui expliquait son conservatisme, était désormais de l'histoire ancienne et qu'il était désormais important en 1995 de rentrer dans une nouvelle ère du rugby avec une professionnalisation, avec des salaires qui allaient être payés aux joueurs et plus tard aux joueuses, et donc avec une espèce littéralement de professionnalisation de l'ensemble du rugby, à l'instar de ce qui s'est passé dans le football, qui lui avait pris le tournant de la professionnalisation très très tôt. Et l'autre point clé, date clé sur laquelle je voudrais revenir, et on aura très largement le temps, je pense, d'en rediscuter par la suite, qui est 2016. 2016 étant la date du retour du rugby au programme des Jeux olympiques et paralympiques, mais sous une forme différente, puisque ce sera du rugby à 7. Il est important de se souvenir que le rugby à 15 a fait partie des Jeux olympiques au début de leur histoire, à 4 reprises, comme sport de, euh, d'exposition, en quelque sorte, entre 1900 et 1924. Et puis, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'organisation, pour des raisons aussi de fatigue des corps et de manque de repos entre différents matchs sur une quinzaine olympique, cette discipline avait été abandonnée. Et finalement, à la suite de différentes campagnes, en 2009, la décision a été prise par le Comité international olympique de refaire rentrer le rugby, de faire rentrer cette nouvelle forme de rugby dans le programme olympique, avec deux éléments qui sont importants à souligner. Le premier, c'est que c'est une discipline qui est pratiquée chez les hommes et chez les femmes, qui était une condition sine qua non pour faire partie de ce programme olympique. Et le deuxième élément qui me semble aussi important de souligner et qui contribue aussi à cette diffusion désormais du rugby, c'est que ça permettait aussi de complètement, de un peu plus en tout cas, ouvrir la, euh, la compétition au sein des différentes nations. Alors que dans le rugby à 15, masculin comme féminin, les, euh, la hiérarchie semble relativement figée. On a toujours, et cette Coupe du Monde, cette 10e Coupe du Monde organisée en France en témoigne, c'est à peu près toujours les mêmes acteurs que l'on retrouve dans le dernier carré, même en finale, même en nombre de vainqueurs. Sur 10 compétitions, il y a uniquement 4 vainqueurs différents. Enfin, sur 9 compétitions, il y a 4 vainqueurs différents, et là, vraisemblablement, sur 10 compétitions, il n'y aura aussi que 4 vainqueurs différents. Mais dans le domaine du rugby à 7, cette hiérarchie semble moins figée. Et donc c'est aussi intéressant de voir de nouvelles nations que l'on n'avait pas forcément l'habitude de voir percer au plus haut point dans le rugby à 15 émerger. Et donc à ce titre, on peut avoir, quand on regarde les différents classements, on peut avoir des équipes qui sont extrêmement performantes. On peut penser par exemple au Kenya, on peut penser au Portugal, même si le Portugal a fait une très bonne compétition cette année. On peut penser à la Colombie, qui pour l'équipe féminine était assez intéressante. Et puis, il y a cette, euh, il y a cette géographie-là de pays vainqueurs, mais il y a aussi une nouvelle géographie de pays hôtes. Et dans le cadre du rugby à 7, ça me semble aussi important de le signaler, puisque si traditionnellement on a tendance à associer le rugby et l'accueil de compétitions de rugby à des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, il est intéressant de noter que dans le rugby à 7, il y a une diversité plus importante d'étapes de différentes compétitions. Et on peut par exemple penser à une étape qui est extrêmement reconnue et appréciée des aficionados qui se trouvent à Hong Kong. On peut aussi penser à une étape qui se trouve à Dubaï et qui rythme considérablement la saison de rugby à 7. Et c'est aussi ça qui me semble intéressant, de se dire que ce rugby-là est bien plus complexe que l'image que l'on peut de prime abord avoir, qu'il est plein de contradictions, et d'une histoire surtout qui est extrêmement riche, hein, puisqu'on l'a vu, il y a eu des tournants stratégiques qui ont pu être pris relativement tardivement parfois, mais qui ont permis d'enclencher un certain nombre de choses. Je terminerai mon propos peut-être en soulignant, en rappelant peut-être quelques chiffres qui me semblent importants et sur lesquels on reviendra. Le premier, c'est de rappeler que cette fédération internationale, donc créée en 1886, aujourd'hui ne compte 132 fédérations membres ou affiliées, ce qui est relativement peu
par rapport à d'autres fédérations internationales qui existent, notamment quand on sait qu'elles ont plus de 150 ans d'existence. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut se traduire en termes de puissance. Ça veut dire qu'elles pèsent, entre guillemets, un tout petit peu moins que d'autres fédérations internationales, telles que la FIFA, telles que World Athletics, telles que la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Le deuxième élément aussi qui me semble intéressant à souligner, c'est revenir peut-être sur dans la question de l'actualité, avec aujourd'hui cette 10e Coupe du Monde masculine de rugby à 15 qui est organisée en France. Et en fait, quand on fait le bilan de ces 10 éditions, on se rend compte en réalité qu'il n'y a que 26 nations différentes qui ont participé, ce qui est relativement peu. Alors, ça peut s'expliquer de différentes, de différentes façons, mais c'est surtout, ce qui me semble surtout intéressant de noter, c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il n'y a que 26 nations qui ont participé, et ça peut être directement lié aux éléments de qualification mis en place par World Rugby, qui d'un côté prône une ouverture plus importante du rugby et une pratique du rugby plus développée sur un certain nombre de territoires, sur un certain nombre de territoires, pardon, mais d'un autre côté, n'ouvre pas véritablement les possibilités à de nouvelles nations de performer. Et en l'occurrence, quand on regarde un peu les différentes euh, tableaux concernant les participations, on se rend compte que sur ces 26 nations, il y en a 15, 16 qui sont quasiment toujours systématiquement présentes. On a évidemment en tête les pays destination, les pays d'hémisphère sud qu'on a très largement cité tout à l'heure, mais on peut aussi citer les États-Unis qui sont présents à 8 reprises, le Canada qui est aussi présent, l'Argentine, l'Uruguay. Et donc en réalité, cette ouverture du monde du rugby ne se limite qu'à un tout petit nombre de places. Aujourd'hui, lors de cette 10e Coupe du Monde prise par deux nations, le Chili et le Portugal, et que du coup cette mondialisation reste encore un tout petit peu compliquée et à trouver une réalité dans ce que l'on peut observer. Mais ça, je pense que l'on aura très largement le temps d'en reparler dans les différentes questions qui pourront être posées. Et je reste évidemment à votre disposition. Merci beaucoup, Carole Gomez et Lucas Aubin, pour ces mises en perspective et ces panoramas très, très riches et très intéressants. Donc, le temps est venu effectivement d'échanger entre vous à partir de questions que vont nous poser Franciane Mahler et Henri Simoneau. Je précise que ces questions ont aussi des liens avec les programmes de la spécialité d'AGGSP, première ou terminale. Voilà. Je vous laisse la parole, Henri et Franciane. Oui, merci Gaël. Oui, pour rebondir sur ce que disait Gaël, on a envisagé nos questions autour de trois thématiques en fait, celle de la puissance, de l'environnement et du patrimoine. Alors peut-être pour commencer sur la notion de puissance, alors bon, vous l'avez tous les deux dit, Lucas Aubin, Carole Gomez, que le sport est un élément de puissance, mais, et vous l'avez aussi signalé, la particularité du rugby, c'est que ce n'est pas un sport qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'universel, hein, vous l'avez dit, seuls 132 fédérations et les Coupes du Monde rappellent à quel point les phases finales sont un club fermé. Alors, peut-être pour commencer notre réflexion, l'année dernière, on a parlé ensemble du football, du sport comme d'un pilier de puissance. On a parlé dans les années 70 de la diplomatie du ping-pong, mais existe-t-il une diplomatie du rugby et peut-être par exemple autour du Royaume-Uni ou des îles britanniques en général aujourd'hui? Alors, moi, je vais commencer par répondre d'un point de vue général et notamment sur ce que représente le sport en tant qu'instrument de puissance. Et ensuite, je laisserai la place à Carole Gomez si elle le veut bien pour expliquer un peu justement la spécificité du rugby dans ce contexte-là. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, le sport pèse à l'échelle internationale, le sport en général pèse environ 2% du PIB mondial. Environ, et bon, il y a plein de débats sur justement comment calculer ces choses-là, etc., bien sûr, mais c'est pour vous donner
une indication sur la puissance du sport à l'échelle internationale, c'est-à-dire que à partir du moment où le mouvement sportif est aussi lourd, est aussi dense, entre guillemets, beaucoup euh, d'acteurs cherchent à s'en emparer à différentes fins, pour poursuivre différentes fins. Et donc, on a évidemment, souvent on pense, quand on pense l'utilisation géopolitique du sport, on pense au soft power, par exemple, donc la puissance douce, par opposition finalement au hard power, donc la puissance dure, donc très rapidement, mais la puissance dure, c'est la puissance militaire et économique principalement, qui permet de soumettre une personne, un État, une nation, euh, une région par la force. Et par opposition, on a effectivement Joseph Nye, donc, qui est un universitaire américain qui a créé au début des années 90 l'expression de soft power pour définir la puissance douce, c'est-à-dire la puissance attractive et non coercitive qui passerait du coup par la culture notamment, mais aussi par le sport. Et donc, principalement, effectivement, depuis euh, le XXe siècle, mais a fortiori depuis l'avènement de la télévision, des médias, de la digitalisation du monde aussi, et forcément, aujourd'hui, on peut regarder un match de rugby en direct sur son téléphone, en fait, sur son smartphone, c'est quand même un moment assez inédit, en fait, dans l'histoire du monde. Et ça n'est pas rare, par exemple, d'être dans un bus, dans un transport en commun de manière générale, et de voir quelqu'un à côté de vous en train de regarder un match en direct sur son smartphone. Ça, c'est véritablement quelque chose de très nouveau et de révolutionnaire en tant que tel. Et de fait, énormément de nations cherchent, énormément d'acteurs plutôt, plus que de nations, d'acteurs cherchent à s'emparer, entre guillemets, du sport pour l'utiliser comme un vecteur d'influence, en fait. Et donc, on a les nations, on a les entreprises, on a les athlètes de haut niveau, on a les supporters, euh, on a même des gens, des individus, entre guillemets, comme vous et moi, qui s'intéressent au sport, mais qui ne sont pas forcément professionnels, qui peuvent utiliser le sport à leur façon sur les réseaux sociaux, etc., pour diffuser une certaine idée, une certaine vision du monde. Donc, principalement, le sport est un instrument de soft power, mais pas uniquement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un instrument finalement assez variable, pluriel, qui peut aussi être utilisé comme un instrument de diplomatie. On y reviendra particulièrement en rugby, justement, c'est un cas assez intéressant, un instrument donc, diplomatique, c'est-à-dire que les nations peuvent discuter entre elles en utilisant le prétexte du sport. On connaît notamment la diplomatie, vous l'avez dit, du ping-pong, effectivement, dans les années 70, entre la Chine et les États-Unis, qui a vu les deux puissances alors en froid, rétablir ou établir peut-être même d'ailleurs le contact à travers le ping-pong, à travers des échanges de joueurs et à travers des rencontres entre les deux nations, par exemple. Donc ça, c'est un élément important. Au-delà même du soft power, on a la diplomatie sportive. Et ensuite, si on s'intéresse par exemple aux entreprises, mais pas uniquement, le sport peut aussi être utilisé comme un instrument dit de nation branding, donc c'est-à-dire euh, un instrument d'édification de la nation ou d'édification d'une image de marque, en fait, plus largement. C'est-à-dire que le sport peut permettre à de nombreux acteurs de construire une image grâce au sport. Évidemment, on pense souvent aux nations quand on pense à ça, mais j'aimerais insister, par exemple, ici, sur le fait que Red Bull, par exemple, est spécialisé dans l'utilisation du sport d'un point de vue marketing. C'est que Red Bull utilise énormément d'argent pour justement polir son image, pour la mettre en valeur, pour créer des événements sportifs un peu originaux d'ailleurs, les fameuses courses de caisses de boîtes à savon par exemple, ou alors par exemple sponsorisant un athlète de haut niveau qui a décidé de sauter de la stratosphère pour justement bah, établir un record. Alors, j'ai plus le nom de l'athlète en question, mais qui a établi le record du saut le plus haut de l'histoire de l'humanité, par exemple. Bref, Red Bull investit énormément là-dedans, dans le sport en général, et
Le paradoxe, évidemment, c'est que beaucoup de spécialistes ont quand même, de médecins notamment, ont montré que la boisson Red Bull n'est pas forcément une boisson qui était, disons, conseillée lorsqu'on cherchait à faire du sport de haut niveau ou même du sport euh, tout court, euh, évidemment. Bref, tout ça pour dire que effectivement le sport aujourd'hui est un instrument de puissance euh, euh, polymorphe, pluriel, c'est-à-dire qu'il peut prendre énormément de formes différentes, qu'il peut être utilisé par de nombreux acteurs différents. Et en ce sens, le rugby, justement, a ses propres usages euh, qui est justement utilisé par de nombreux acteurs différents. Et à ce sujet, je laisse justement Carole Gomez nous expliquer un peu plus en détail comment cela se passe. Merci Lucas. Peut-être pour reprendre la question et pour essayer de tirer ce fil-là, vous avez parlé du football comme pilier de puissance et du sport de façon générale comme pilier de puissance. À mon sens, le rugby est encore, n'est pas sur le même, ne peut pas être comparé au football ou même au cricket ou même au basketball, dans le sens où il ne m'apparaît pas aussi puissant, un vecteur aussi important euh, que ces sports-là. Même si, et c'est aussi ça qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que notre prisme français, et en fonction d'où l'on vient, va avoir tendance à considérer ce sport-là comme essentiel, incontournable et omniprésent dans notre culture. Si vous venez de Saint-Vincent de Tyros, de Carcassonne, d'Agen, c'est forcément quelque chose qui est très ancré dans votre culture. Si vous venez d'autres régions en France, sans citer de nom, puisque j'avais cité Nevers, mais Nevers qui est une très bonne équipe de Pro D2, mais je m'égare. Si vous venez d'autres parties de France, ça peut être quelque chose qui peut être moins présent. Et donc, à mon sens, il y a ce facteur de puissance qui n'est pas complètement développé. Pareil, vous avez cité à très juste titre l'importance qu'avait pu avoir la diplomatie du ping-pong, sur laquelle est revenu Lucas, entre les États-Unis et la République populaire de Chine. On peut aussi penser à la diplomatie du cricket, on peut aussi penser à la diplomatie du hockey, hockey sur glace, à la diplomatie du baseball. Il y a, à mon sens, aujourd'hui, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu une théorisation aussi poussée d'une diplomatie du rugby. Il y a eu différents exemples, il y a eu différents épisodes qui ont permis un rapprochement entre différentes nations, entre différents clubs, mais ça n'est, à mon sens, pas quelque chose qui a été aussi abouti. On peut citer par contre plusieurs exemples, et j'en prendrai sans doute euh, trois rapidement aussi, et je pourrais les développer par la suite. Le premier, c'est l'exemple irlandais, qui est, à mon sens, assez intéressant à souligner, puisque l'équipe de rugby Irlande est une exception totale dans le monde du sport et même en dehors du monde du sport, puisque sous un même maillot, au sein d'une même équipe, vous n'avez pas une seule nation qui est représentée, mais bien au contraire, deux nations qui sont représentées. C'est-à-dire que dans l'équipe d'Irlande, vous avez à la fois des joueurs et des joueuses d'Irlande du Nord, donc qui appartient au Royaume-Uni, et des joueurs de République d'Irlande, qui est un pays indépendant depuis le tournant des années 1920. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'au sein d'une même équipe, et alors même que pendant les années 60, 70, 80, 90, et même encore aujourd'hui, il y a une guerre civile, et même encore aujourd'hui ce que les, on appelle pudiquement les troubles, existent encore dans un certain nombre de villes d'Irlande du Nord et d'Irlande, vous avez tout de même cette équipe qui joue ensemble et qui a du coup aussi dû trouver des solutions à des choses très pratiques, de savoir, ben, par exemple, quel est l'hymne que l'on joue. Est-ce qu'on joue l'hymne irlandais quand on quand l'équipe joue, ou est-ce qu'on joue God Save the Queen ou The King récemment. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'à partir de 1995, pour éviter tout problème diplomatique, pour éviter tout problème aussi au sein de l'équipe, un nouvel hymne spécifique à cette équipe-là a été créé. C'est Lion Call qui est, qui est qui a eu pour objectif de vraiment insister sur
le message unificateur de cette équipe et pour justement ne pas créer de dissensions complémentaires. Et ça, c'est un exemple qui me semble particulièrement intéressant puisque ça n'est pas du tout le cas dans d'autres sports. On peut penser au football qui chacun dispose d'une équipe. Pareil pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est l'équipe du Royaume-Uni et l'équipe d'Irlande qui apparaît. Et ça me semble être un exemple assez intéressant, notamment au regard de l'histoire absolument passionnante de ces territoires au cours du XXe siècle. Le deuxième exemple sur lequel je pense on reviendra, donc je vais très rapidement m'y attarder, on y reviendra si vous le voulez plus tard, c'est évidemment l'Afrique du Sud auquel on pense, hein, avec l'épisode de 1995 où l'Afrique du Sud organise post-apartheid la troisième Coupe du Monde masculine de rugby en 1995, passe les matchs les uns après les autres, bat la France en demi-finale au désespoir d'un certain nombre d'entre nous, et remporte une victoire en finale avec ce symbole extrêmement fort de François Pinard portant ce maillot et une coupe remise par Nelson Mandela, qui du coup symbolisait le retour de la démocratie en Afrique du Sud et aussi surtout un sentiment d'union extrêmement fort. On pourra très largement en reparler avec notamment le fait qu'il n'y avait en réalité qu'un seul joueur de couleur dans cette équipe sud-africaine, avec tout ce que ça pouvait aussi laisser penser comme image et derrière cette belle histoire, hein, quelle est la part de réalité et quelle est la part pas de romance, mais de, de choses peut-être un tout petit peu enjolivées par rapport à la réalité des choses, mais il n'en demeure pas moins qu'en 1995, cet exemple-là a été extrêmement fort, très largement repris, et ces photos font aussi partie du symbole et font aussi partie de ce que Lucas appelait le soft power, à savoir la force des images qui permettent de marquer les esprits et dont on se rappelle jusqu'à 30 ans après. Et je terminerai juste par un tout petit exemple, mais qui me semble intéressant, sur lequel on pourrait revenir si vous le souhaitez par la suite, qui est une autre forme de diplomatie, qui peut être une autre forme de diplomatie sportive, qui est la diplomatie portée par des joueurs et des joueuses. Et à ce titre, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il est très intéressant de noter que les équipes néo-zélandaises, à 15 comme à 7, masculins comme féminins, sont considérées presque à part entière comme des ambassadeurs du sport. Et chaque déplacement est suivi par l'ensemble des ministères, est suivi par l'ensemble des politiques du pays, par l'ensemble de la population, et toutes les victoires sont célébrées comme des victoires presque importantes dans l'actualité du pays, et tous les dérapages ou les échecs sont considérés comme peut-être pas un drame, mais disons quelque chose qui va toucher et qui va marquer l'histoire du pays. Il est d'où extrêmement intéressant de voir que, et ce dès le début des tournées des Néo-Zélandais, notamment en Europe, hein, et on peut penser à la tournée 1905-1906, où les Néo-Zélandais ont ébloui absolument tout le monde avec leur jeu. Ils ont été célébrés comme de véritables héros à leur retour en Nouvelle-Zélande et étant considérés comme les meilleurs représentants, les représentants les plus importants du pays à l'échelle internationale. Il est d'ailleurs intéressant c'est exactement ce que disait Lucas tout à l'heure, s'il peut être un tout petit peu compliqué pour nous d'arriver à citer des hommes ou des femmes politiques de certains pays, il est assez simple en réalité de pouvoir citer des personnalités, des rugbymen ou des rugbywomen extrêmement connus. Jonah Lomu, c'est quelqu'un dont instinctivement on connaît le palmarès, pareil avec Ruby Tui qui est une rugbywoman, la meilleure rugbywoman néo-zélandaise. Et donc c'est vraiment un rôle, une incarnation totale d'une diplomatie sportive portée par un État. Et je m'excuse, j'ai été trop longue, et je vous rends tout de suite la parole. Ouais, pardon, c'était très bien, Carole, hein. Et j'aimerais rajouter, moi, quelque chose par rapport à ce que tu disais, un exemple très concret, justement, de la diplomatie du sport et de la diplomatie du rugby. Il y a quelques semaines, juste avant le début de la Coupe du Monde de rugby, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains officiels
du gouvernement écossais qui était présent en France. Et j'ai eu l'occasion justement de discuter de la question des usages politiques et géopolitiques du rugby selon eux, en fait. Et en fait, deux choses étaient revenues. La première, c'est que ça fait peu de temps, en fait, qu'il y a la compréhension euh, de la façon dont on peut utiliser le rugby comme un instrument diplomatique. En fait, ça fait peu de temps qu'il y a cette prise de conscience et que eux, au sein même des élites, disons, écossaises, on est encore en train de tâtonner sur le sujet. Néanmoins, on a compris que une Coupe du Monde, par exemple, qu'elle soit de rugby, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Afrique du Sud, en Australie ou en Angleterre, par exemple, est un moment au sein de laquelle l'Écosse peut rayonner, en fait, et peut faire plusieurs choses, notamment, ils avaient évoqué le fait de pouvoir améliorer l'image euh, de l'Écosse à l'international et donc du coup attirer des investisseurs, attirer des touristes, créer une idée en fait de ce qu'est l'Écosse à l'étranger grâce au rugby, grâce au maillot, grâce à l'hymne, grâce par exemple euh, aux interviews données par les joueurs et aux éléments véhiculés, etc. Et donc, il y avait vraiment cette prise de conscience-là. Et il y a l'idée aussi qu'il faut profiter de ces Coupes du Monde pour faire en sorte que l'Écosse puisse nouer des relations avec des pays étrangers au-delà du Royaume-Uni, en fait. Et donc, dans une certaine mesure, non pas prendre leur indépendance, c'est pas l'idée, mais en tout cas, pouvoir être plus individuels dans leur connexion avec le reste du monde. Voilà, donc c'était un élément que je souhaitais rajouter. Et une dernière chose, si vous regardez ce document-là, ce slide que je vous montre, vous pouvez voir la popularité de divers sports à l'échelle internationale. Et en clair, vous avez, je crois, les 10 sports les plus populaires de la planète. Et évidemment, vous avez le football avec 4 milliards de personnes qui supporteraient ce sport, qui l'aimeraient, etc. Donc 4 milliards, aujourd'hui on a à peu près 8 milliards. Euh, 7-8 milliards, c'est la moitié de l'humanité à peu près, donc c'est évidemment énorme. Et ensuite, vous avez évidemment le cricket à 2,6 milliards. Euh, Forcément, quand nous on pense cricket, là, en France en tout cas, notre représentation du cricket est assez étonnante, puisque c'est un sport qu'on pratique peu, qu'on connaît peu, mais néanmoins, que ce soit en Grande-Bretagne, mais surtout peut-être en Inde, par exemple, vous avez énormément de pratiquants, de participants et de personnes qui regardent ce sport. Et si vous allez un peu plus loin, vous voyez que le rugby apparaît en petit en bas à droite, à côté du golf, avec 476 millions de femmes, entre guillemets, ce qui est évidemment beaucoup, mais ce qui est en même temps peu par rapport à des sports comme justement le hockey, le foot, ou même le cricket et le tennis, par exemple. Et donc, je pense que c'est aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte pour comprendre euh, pourquoi, encore aujourd'hui, beaucoup d'acteurs tâtonnent pour comprendre comment utiliser le rugby, à quelle fin, etc. Mais il y a une évolution très importante ces dernières années. Voilà. Merci beaucoup pour ce propos. La carte précédente et aussi votre propos introductif nous ont montré que les grandes nations du rugby sont souvent des anciens membres de l'Empire britannique. On peut penser bien sûr à la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et je ne vais pas poursuivre la liste ici. Mais néanmoins, est-ce que des pays comme le Chili, la Namibie ou encore la Roumanie ont-ils un intérêt autre que purement sportif à participer à ces grands événements? Et à travers ces Coupes du Monde, par exemple, ces pays peuvent-ils espérer rayonner par le rugby ou par le sport en général, bien sûr? Lucas, est-ce que tu veux y aller? Bon, je peux commencer, défricher, disons. Euh, le sport a une géographie évidemment assez spécifique. Et chaque sport rayonne d'une façon différente à l'échelle
à l'échelle du monde. Évidemment, ça n'est pas un hasard, par exemple, aujourd'hui, si Xi Jinping, président chinois, cherche à investir, avec d'ailleurs différents échecs, en fait, depuis quelques années, hein, cherche à investir dans le football, parce que le football est le sport numéro 1. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, par exemple, la culture du football est proche est peu développée. Néanmoins, le régime, justement, de Xi Jinping considère qu'il faut créer une culture du foot pour pouvoir euh, déployer la Chine à l'échelle internationale. Et l'objectif, par exemple, c'est ni plus ni moins que pour Xi Jinping d'accueillir une Coupe du Monde de football d'ici 2049 et même la remporter si possible, 2049 étant l'année du centenaire de la révolution de la République populaire de Chine en 1940. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que justement, pour le rugby, comme on peut le voir avec ce graphique, les choses se présentent différemment. Pour beaucoup de nations, le rugby est un sport peu connu, voire parfois même inconnu, avec une culture du rugby qui est peu développée, et de fait, on a des difficultés finalement à imaginer l'intérêt pour certains pays finalement de chercher à investir ce sport. Euh, Après, ce qu'on observe également, c'est que les audiences dans le rugby commencent à augmenter, hein, de plus en plus. Cela va crescendo au début des années 2000, 2010 plutôt d'ailleurs. On avait la sensation finalement que le rugby allait rattraper les sports majeurs de la planète et s'imposer. Alors, ça pourrait créer un effet de contagion, entre guillemets, à de nombreux autres États qui verraient potentiellement un intérêt et qui pourraient déployer cette culture du rugby au-delà des pays dits traditionnels. Pour le moment, on a la sensation, et je pense que c'est là que Carole pourra reprendre la main, on a la sensation que il est difficile pour une nation qui n'a pas la culture du rugby de la créer, la développer et pouvoir s'imposer par la suite comme un acteur, si ce n'est majeur, en tout cas comme un acteur dans le rugby à l'échelle internationale, ce qui explique pourquoi ce cercle euh, d'aficionados du rugby reste finalement assez restreint, même si on dénote quand même par-ci par-là des évolutions. Merci Lucas. Pour le coup, en reprenant votre question, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Euh, il y a effectivement un intérêt à investir dans le domaine, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Lucas, ce qui a brillamment exposé, l'intérêt que peuvent avoir un certain nombre de sports à utiliser, pardon, un certain nombre de pays à utiliser le sport comme étant comme un outil de rayonnement à l'échelle internationale. Et dans le domaine du rugby, un exemple qui me semble assez intéressant est celui par exemple des Fidji, des Tonga, des Samoa, qui, si on n'a pas une connaissance fine de la géographie de l'Océanie ou sur des enjeux climatiques en raison de la, de l'extrême vulnérabilité de certains de ces pays, on ne pourrait pas être capable de donner des éléments extrêmement poussés sur ces États-là. Le rugby et les performances dans le domaine du rugby permettent à ces États d'accéder à l'échelle, on va dire, à la table des discussions et donc quelque part d'affirmer leur puissance sur ce sujet et de faire entendre leur voix sur le terrain, évidemment, mais aussi dans les instances, en essayant de faire passer un certain nombre de sujets. Ça reste relativement minoritaire, notamment quand on regarde la composition de- des différentes instances de rugby, comme World Rugby par exemple, avec une très forte domination des Anglais, des Écossais, des Gallois, mais on y reviendra dessus tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui me semble important. Peut-être deux éléments qui me semblent euh, intéressants à souligner. Vous avez cité la Roumanie, qui est, je trouve, un très bon exemple pour aussi illustrer à quel point on peut parfois avoir un tout petit peu de la
la mémoire courte, hein, où on a toujours l'impression que la Roumanie est une grande nation en devenir, alors qu'en réalité, il est toujours important de signaler que dans les années 80, il y avait de très fortes discussions pour potentiellement faire rentrer la Roumanie dans le tournoi des 5 nations qui serait devenu le tournoi des 6 nations, et donc de faire véritablement la propulser sur la scène internationale. Et ça s'explique aussi par des raisons liées à l'histoire roumaine, où les joueurs roumains appartenaient à l'armée et donc étaient rémunérés pour pouvoir jouer, et c'était un instrument du pouvoir enfin, c'était une politique voulue par Ceausescu pour justement arriver à faire exister la Roumanie sur la scène du rugby, mais aussi on a pu évidemment le voir dans d'autres disciplines. On peut évidemment penser à la gymnastique. Et puis finalement, compte tenu de la chute de Ceausescu, les investissements se sont taris dans le domaine du rugby, et c'est un pays qui est resté avec une très forte culture de rugby, mais qui est un peu resté on va dire dans le ce qu'on appelle le tiers 2, juste en dessous des meilleures nations à l'échelle internationale. Et je ne peux pas résister à vous partager 2 choses. La première, qui est un petit rappel historique, hein, puisque il est aussi important de se rappeler que la France avait été exclue du tournoi des 5 nations en 1931 par les nations anglaises, écossaises, irlandaises et galloises, hein, à cause du non-respect de l'amateurisme, à cause aussi de la violence, hein, qui était présent dans les stades, mais aussi sur le terrain. Et la France, hein, ne souhaitant pas se faire perdre on va dire son appétence pour le rugby, et souhaitant continuer à jouer, avait continué à entretenir d'importants liens avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, notamment la Roumanie, notamment la Géorgie. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces nations-là qui ont un lien assez fort avec la France et avec Paris, et qui n'hésitent pas à avoir des partenariats avec ces différents pays. Il est toujours important aussi de rappeler que, afin de ne pas rester seul sur le terrain, mais aussi dans les instances, la Fédération française de rugby avait créé en 1934 une autre fédération internationale, la FIRA, la Fédération internationale de rugby amateur, en 1934, avec à ses côtés la fédération hollandaise, italienne, roumaine, espagnole, suédoise, belge, l'association de rugby de Lisbonne, et de façon assez intéressante, et ça rebondit sur ce que disait Lucas tout à l'heure, la fédération catalane. Et donc ça permettait aussi à la Catalogne de s'affirmer, de faire partie d'une institution considérée comme internationale. Il est aussi intéressant de noter que donc du coup, pendant presque 50 ans, on a eu 2 fédérations qui se réclamaient elles-mêmes internationales, en ne regroupant que quelques membres de part et d'autre. Et second point qui me semble aussi important à signaler, en 1993, Jean Lacouture avait publié un ouvrage dont j'ai croqué le nom, qui revenait un peu sur les puissances du rugby, et qui réfléchissait aux puissances émergentes du rugby. Et il listait dans l'ordre l'Argentine, le Japon, les Tonga, les Samoa, la Namibie, la Géorgie, la Roumanie, en réalité des nations que l'on voit aujourd'hui un peu à la même place. Ce qui nous pousse donc du coup à faire un constat, à savoir que cette, euh, cette, euh, ces nations émergentes sont toujours émergentes, et il n'y en a pas de nouvelles qui sont arrivées sur la scène internationale. Et du coup, ça doit aussi nous pousser à nous interroger de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce renouveau, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas forcément eu de nouvelles nations qui ont réussi à percer. Et ça, à mon sens, c'est à aller chercher du côté de la gouvernance du monde du sport, qui était toujours vraiment partagée entre cette envie de se développer, cette envie d'acter cette mondialisation, et ce fort conservatisme qui est encore très fortement présent dans les réflexions institutionnelles. Et il est toujours important à mon sens, d'avoir en tête différentes réflexions. Là, j'ai par exemple sous les yeux la constitution de World Rugby, et il est toujours important de signaler que, par exemple, dans le conseil de World Rugby, le premier pays représenté est l'Angleterre, avec 4 représentants, et ensuite vient l'Argentine, l'Australie, la France, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Afrique du Sud et le Pays de Galles.
Et surtout, un autre élément qui me semble aussi important de souligner, au sein des commissions euh, qui existent au sein de World Rugby, la commission du rugby professionnel, les commissions régionales, la commission du développement de la haute performance féminine, masculine, etc. Il y a 22 postes détenus par des Anglais. La seconde nation qui arrive derrière, c'est l'Écosse et l'Australie avec seulement 10 postes détenus par ces nationalités-là, ce qui montre bien à quel point il y a encore aujourd'hui cette prédominance extrêmement forte de certaines nations, notamment l'Angleterre, sur ce sport-là, et qui peut-être empêche une émergence totale d'autres États sur sur ce, dans ce sport-là. Pardon. Alors, on va peut-être continuer justement sur des questions sur le terme de l'environnement. World Rugby, justement, a largement communiqué dans sa stratégie environnementale 2030 sur la volonté de réduire son impact environnemental. Et vous l'avez dit, nous savons à quel point les îles du Pacifique, Tonga, Fidji, Samoa, sont largement confrontées à ces problématiques. Finalement, à votre avis, l'un ou l'autre, quel rôle peut jouer un sport comme le rugby ou peut-être d'autres dans une politique de développement durable? Il y a plusieurs éléments, mais je crois qu'un élément important à prendre en compte, c'est le fait que euh, aujourd'hui, alors que les scientifiques partagent le constat du réchauffement climatique lié à la pollution, etc. Bref, on connaît tous l'histoire. Les événements sportifs internationaux, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, mais que ce soit la Coupe du Monde de football, que ce soit les Jeux Olympiques, etc., sont devenus euh, finalement des formes d'incohérence en fait par rapport aux choix qui devraient être faits pour justement réduire les émissions des gaz à effet de serre, pour essayer justement d'avoir un rapport plus durable et écologique avec l'environnement. Forcément, quand vous avez ce qu'on appelle un méga événement sportif qui se tient, c'est-à-dire un événement sportif de premier plan. Alors, d'ailleurs, ça se discute, mais je ne suis pas certain qu'une Coupe du Monde de rugby, par exemple, rentre dans le cadre des méga événements sportifs. Mais en tout cas, quand vous faites venir des équipes euh, de toute la planète, que vous faites venir des supporters aussi de toute la planète à un endroit précis, et ensuite, au sein de cet endroit précis, vous avez des déplacements pour aller d'une ville à l'autre, etc., vous émettez énormément de gaz à effet de serre, vous polluez énormément, et de fait, vous ne participez pas évidemment à diffuser un modèle de développement durable qui fonctionne. Et donc, il y a cette question qui va revenir, je pense, de plus en plus dans le futur. On sait que la question écologique dans le sport, la question de la durabilité a commencé à intervenir dans les années 2000, dans les années 2010, notamment début 2010, fin 2000, qu'on a commencé justement à mettre en avant le fait qu'il fallait faire des jeux verts pour parler des Jeux Olympiques, qu'il fallait essayer de repenser les méga événements sportifs, etc. Force est de constater, depuis le mondial de football, notamment au Qatar en 2022, que pour le moment, aucune euh, instance sportive de premier plan n'a réussi à prendre de décisions majeures pour rendre vraiment son sport davantage écologique, dirons-nous. Et à ce titre, le rugby n'échappe pas, évidemment, à la règle, malheureusement, bien sûr. Et c'est là que je passe la balle justement à Carole, qui, je crois, a davantage d'éléments sur la question. Oui, peut-être plusieurs éléments complémentaires. Ce qui me semble important de signaler, et peut-être pour préciser ce qui a été dit par Lucas, c'est qu'effectivement, ces enjeux de développement ont fait éruption sur la scène internationale au sein de discussions au sein des Nations Unies. Et puis, petit à petit, le monde du sport a été très rapidement obligé ou poussé
à s'intéresser à ces questions-là. Il ne s'est pas du tout lui-même saisi de cette question, mais il a au contraire été engagé à très fortement poussé à réfléchir sur ces sujets. Dès les années 2000, le CIO a communiqué sur le sujet en voulant faire des Jeux de Sydney, des Jeux verts. Il y a une deuxième stratégie qui est arrivée en 2009 avec le développement d'un prix sport et environnement promu par le CIO. Et dans le cadre de World Rugby, ils ont publié en 2022, c'est la stratégie dont vous parliez, une stratégie environnementale à l'horizon 2030 qui a justement pour objectif de se saisir pleinement de ces enjeux, à la fois au niveau local, au sein des clubs, avec les pratiquants, mais aussi à l'échelle internationale. Pour le coup, j'ai un tout petit peu, dans le domaine du rugby et même de façon générale dans le domaine du sport, j'ai encore, dans le domaine du rugby, si on s'y intéresse, j'ai encore un tout petit peu de mal à voir comment concrètement ça peut se mettre en œuvre. Il y a des plans de communication qui sont annoncés, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris, mais qui, pour certains, demeurent relativement euh, euh, vagues avec pour objectif d'être concerné par les questions de développement durable, sur faire attention à l'empreinte carbone, mais il me semble encore un peu trop tôt pour justement tirer des premières conclusions, mais ce qui est surtout, et à mon sens, le fait de voir qu'il y a une annonce qui a été faite, hein, la publication de cette stratégie, est évidemment un sujet important, mais ne doit pas préjuger de l'action réelle et tangible de ces instances internationales. Il ne s'agit pas de dire que c'est une promesse et qui ne trouvera pas de réalité, mais il me semble important d'ici quelques années, pouvoir faire un bilan de cette stratégie dont on sent qu'elle est relativement nouvelle. Et c'est à ce titre, et je refais peut-être une ouverture peut-être plus large dans le domaine du sport, où on sent en fait que les instances sportives internationales savent qu'elles doivent se saisir de ce sujet-là, elles savent qu'elles sont attendues sur ces questions, elles savent que des scandales environnementaux seront absolument euh, aura un effet immense sur leur crédibilité, sur le fait que les gens vont ou non suivre les grands événements sportifs qu'ils organisent, sur aussi leur notoriété. Et donc, ils sont obligés de se mettre en scène, de se saisir de ces questions-là. Reste la question de la réalité, de la crédibilité des actions qui sont menées. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin, alors c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'études beaucoup plus précises pour véritablement voir si ces démarches-là sont réelles et si surtout elles sont viables. Parce que c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, par exemple, avec l'accueil d'une Coupe du Monde ou d'un tout méga événement sportif. Ce qui va être important, c'est de voir ce qui est fait avant, ce qui va être réalisé pendant cette compétition, mais aussi ce qui va être organisé après. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage et qui est devenu quelque chose, un élément extrêmement un élément, j'allais dire de langage, mais c'est un vrai pilier important qui est aujourd'hui promu par un certain nombre de fédérations internationales qui l'annoncent comme étant extrêmement fort, mais il faut aussi le questionner, cet héritage-là. Oui, et ça, je rebondis, pardon, sur ce que tu disais, Carole, et ça pointe du doigt un élément qui, je crois, est vraiment important aussi, c'est que euh, le sport, c'est un instrument de puissance, mais c'est un instrument de puissance qui est difficilement maîtrisable, contrôlable. On en avait déjà parlé ensemble, Carole. C'est un instrument finalement à double tranchant, c'est-à-dire que quand vous obtenez un événement sportif, par exemple, il faut s'attendre à ce que énormément de critiques vous tombent dessus pour diverses raisons. Et donc, vous avez intérêt à, en amont, bien réfléchir justement à comment préserver votre réputation avant même de l'améliorer. Il faut d'abord la préserver. Et il y a beaucoup d'États qui ont eu des difficultés à mettre ça en place. On pense notamment, par exemple, au Qatar, qui, dans les années qui ont précédé la tenue de la Coupe du Monde de football 2022, a subi énormément de critiques, notamment de la part des audiences occidentales, et d'ailleurs beaucoup moins de la part des audiences non occidentales, mais ce serait une autre discussion. Mais tout ça pour dire que de manière générale,
le sport, et le rugby ne fait pas exception, est un instrument de puissance difficilement contrôlable et à double tranchant qu'il faut du coup, il faut donc, avant d'accueillir un événement sportif, bien y réfléchir en amont, et ça explique notamment pourquoi aujourd'hui beaucoup moins d'États cherchent à obtenir des événements sportifs de premier plan, alors que dans les années précédentes, c'était au contraire, on avait peut-être trop de villes qui candidataient. Aujourd'hui, euh, certaines compétitions, des difficultés à trouver des villes hôtesses, justement, pour ces événements. Très bien, on va passer au dernier thème, peut-être sur la question du patrimoine. Alors, vous l'avez dit, on l'a bien compris, dans les îles Britanniques, par exemple, le rugby a une haute valeur patrimoniale, mais y compris en France. Alors, en France, ce serait sans doute un peu plus polarisé. En tout cas, on voit bien, par exemple, le succès qu'ont eu les matchs à Toulouse, par exemple, un véritable engouement autour de cette Coupe du Monde. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce patrimoine rugbystique? Quelles sont peut-être les valeurs qui sont véhiculées dans un pays comme la France ou peut-être ailleurs aussi? Carole, tu veux y aller ou... Comme tu veux. Bah, juste rapidement, c'est pour ça que j'avais mis cette carte, qu'on avait mis cette carte sur le PowerPoint, c'est qu'en fait montrer déjà que là, jusqu'à présent, on regardait le rugby de façon assez lointaine, à l'échelle planétaire. Là, si on regarde à l'échelle de la France, alors je vous l'accorde, le code couleur n'est pas très évident. Disons qu'il a été, il est fait d'une façon un peu étrange. Donc, il faut à chaque fois se référer au nombre en bas à gauche. Mais vous pouvez voir qu'il y a des grandes disparités, finalement, de nombre de clubs de rugby enregistrés, à tel point que, effectivement, vous avez dans le sud de la France, et notamment dans le sud-est, un nombre de clubs beaucoup plus important que dans le reste du pays. Ça montre plusieurs choses. Que au-delà d'être national, un sport est avant tout culturel et euh, régional, qu'il faut s'intéresser davantage à l'échelle micro pour bien comprendre les dynamiques justement qui se jouent. Ça explique notamment pourquoi la Catalogne aussi a une culture rugbyistique développée, là où le reste de l'Espagne probablement on a une moindre en fait, et de fait on a cette géographie assez spécifique du rugby à l'échelle de la France. Néanmoins, on a quand même pu observer durant ces presque 2 mois de compétition en France durant le mondial de rugby que différentes fan zones, notamment je pense en Île-de-France par exemple, ont vu une affluence assez importante de spectateurs venus de France, mais aussi d'ailleurs, pour justement assister à ces matchs de rugby, ce qui révélait finalement que il y a un engouement pour le rugby à l'échelle nationale qui existe lors de ces événements. Néanmoins, et c'est là où le bas blesse, entre guillemets, c'est que en dehors de ces événements très mondiaux, disons, comme la Coupe du Monde de rugby, euh, l'audience rugbyistique est davantage concentrée dans certaines régions de France que sur l'ensemble du territoire. Deux éléments peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Lucas, mais aussi pour essayer de répondre à votre question. La première, c'est effectivement, là, on parle bien de la France continentale. Il est toujours important, notamment au regard de cette 10e Coupe du Monde et du coup de cette équipe de France, de rappeler que le rugby se joue aussi dans les Outre-mer, avec des joueurs qui viennent de Guadeloupe, par exemple, ou de Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi très intéressant de voir comment est-ce que c'est, le rugby a été joué, diffusé sur ces territoires-là. Et c'est aussi intéressant de connaître cette histoire-là. Deuxième élément, et ensuite je reviendrai à la question des valeurs. Deuxième élément aussi qui me semble intéressant, et là encore, c'est toujours à relier à l'histoire, c'est de voir que cette géographie-là et cette pratique-là du rugby, on ne l'a pas mentionné, si ma mémoire est bonne, depuis le début de cette
une conférence, mais il faut avoir en tête qu'elle est arrivée par les ports et aussi par les universités. Et donc, on a pu voir un premier club de rugby au Havre, à Paris, capitale, Bordeaux, évidemment, Montpellier, Toulouse, Lyon, où on a des clubs historiques qui ont été créés. Et puis ensuite, on a eu vraiment ce phénomène on a quitté les grandes métropoles pour aller se développer dans les terroirs. Et on a pu voir un ancrage beaucoup plus important de petits clubs dans effectivement le grand quart sud-ouest de la France, hein, où il y a pu avoir des clubs qui se sont développés dans chaque ville, voire même dans chaque village, et avec un tissage extrêmement fort et avec des liens extrêmement forts. Alors certains, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent cette raison-là. La première, ce serait la concurrence avec le football, où le rugby s'est installé durablement là où il y avait peut-être moins de clubs de football qui avaient pu se développer. Il y a une hypothèse aussi qui a été formulée par Jean-Pierre Augustin, qui est celui de où on superposait la carte euh, de religion avec la pratique, avec une carte de religion catholique et de religion protestante, et on se rendait compte que en terre protestante, on avait plutôt tendance à jouer au rugby. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a été contesté, approuvé, mais qui semble toujours intéressante à avoir en tête. Et surtout, là, ce qui me semble important de souligner, c'est qu'après ce phénomène de- d'ancrage dans les territoires, on assiste aujourd'hui, et notamment au regard avec l'avènement de la professionnalisation, à un phénomène de remétropolisation. C'est-à-dire que désormais, bah, des clubs historiques comme Tarbes, Carcassonne, Béziers, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Dax, Mont-de-Marsan ou Agen ne sont plus capables de tenir la dragée haute à d'autres clubs, et on a pu voir un retour sur le devant de la scène de clubs comme Lyon, Toulon, Montpellier, Toulouse qui n'a jamais quitté le devant de la scène, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris. Et donc c'est aussi ça cette géographie-là, on voit à quel point elle est mouvante, hein, à quel point elle est complexe, dans cette logique-là. Et pour terminer, et pour essayer de répondre à votre question sur les valeurs, il y a deux choses qui me semblent importantes à signaler. La première, c'est que, à mon sens, incontestablement, le rugby en tant que pratique sportive nécessite, ou plutôt euh, sollicite des valeurs de collaboration, de solidarité, d'abnégation, qui sont de fair play aussi, qui sont indispensables au bon fonctionnement du match. Parce que le sport est relativement dur, parce que plus que jamais vous avancez en équipe, et que littéralement un exploit individuel peut-être débloquer des situations, mais il n'est rien si vous n'avez pas une mêlée qui fait le job derrière, hein, ou des avants qui sont capables de faire avancer l'action. Et il y a aussi une question de fair play, aussi parce que les règles sont très nombreuses, souvent complexes, hein, avec de très nombreuses interprétations possibles. Et donc, il est aussi important d'écouter la parole de l'arbitre, hein, de respecter les décisions qui ont été prises, même si parfois elles peuvent sembler contestables, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et donc, c'est aussi ces questions-là qui me semblent, enfin, ces valeurs-là qui peuvent trouver et qui trouvent une illustration claire dans le rugby. Après, et c'est ça à mon sens qu'il faut aussi, avec lequel il faut prendre une distance, c'est que ces valeurs-là, le rugby en lui-même n'est pas pourvoyeur de valeurs spécifiques ou à part entière. Et c'est pas parce qu'on joue au rugby ou parce qu'on regarde du rugby qu'on est plus porteur de valeurs qu'autre chose. Et ce serait essentialiser complètement le rugby, ce qu'il faut, à mon sens, essayer de ne pas faire. En revanche, il est toujours très intéressant de noter que euh, les instances du rugby, les ligues, les fédérations, comme la Fédération internationale, ont bien compris qu'il y avait là sans doute quelque chose à jouer, et qu'il y avait aussi un axe de communication très important. Et donc, on a pu voir fleurir, à partir du milieu des années 80-90, des communications extrêmement percutantes sur les valeurs du rugby, les valeurs de l'Ovalie, et ces notions qui sont reprises par les fédérations, mais aussi par les sponsors. Je ne citerai pas le nom d'une marque noire et blanche, pardon, rouge et noir,
pardon, noir et blanche, rouge et noir, qui sponsorise des événements de rugby, qui aussi met en avant ces valeurs-là comme étant plus vertueuses que d'autres sports, et surtout le cousin terrible qui est le football, avec tous les dérapages que l'on peut avoir et qui, Dieu merci, n'arrivent pas dans le rugby. Et donc, à mon sens, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est toujours essayer d'avoir ce regard critique avec, avec l'image d'Épinal, qui est le rugby, qui en réalité est beaucoup plus complexe, hein, et qui est en réalité évidemment beaucoup plus complexe que ce qu'il apparaît. Et donc, il y a aussi une vraie... euh, il est toujours important, à mon sens, de- d'avoir vraiment cette distance importante, notamment sur des slogans de marketing qu'on peut Ah avoir oui, bien comme sûr. celui-ci. C'est vrai qu'ils sont souvent dans les trucs de rugby. Et je laisse la parole à Gaël. Merci, merci Carole. Il est déjà 16 heures, bientôt 16 heures. Nous sommes ensemble depuis 80 minutes. C'est la durée d'un match de rugby, mais je vous propose qu'on reste ensemble encore 10 minutes, hein, pour prendre quelques questions. Quelques questions qui ont été posées au fil des échanges et des propos. Alors, je relais une question de Kevin Vessière de FC Geopolitics. Euh, le rugby veut s'ouvrir à l'international, comme en témoigne la récente décision de World Rugby d'augmenter le nombre de participants à 24 pays, hein, participants à la Coupe du Monde en 2027. Néanmoins, la pratique professionnelle et les nations fortes du rugby restent limitées à une dizaine de nations. L'avenir du rugby ne s'inscrit-il donc pas dans l'organisation de différentes compétitions hors du scope traditionnel du rugby? Et donc, dans le Golfe Persique, où le Qatar et l'Arabie Saoudite développent de plus en plus une politique de sport power grâce à leurs assises économiques importantes. Je peux commencer, Carole? Je, c'est, il y a plusieurs éléments à prendre en compte en même temps, mais c'est vrai que l'offensive dans les pays du Golfe, enfin des pays du Golfe dans le sport de manière générale depuis quelques années, a tendance à créer une forme de séisme un peu dans le sport mondial. Jusqu'à présent, le sport mondial était d'abord l'apanage des puissances occidentales. Globalement, je schématise, il y a plein de nuances à apporter évidemment, mais depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on assiste finalement à une mutation et de nombreuses nouvelles puissances essaient de s'approprier le sport. Et on voit que parfois, justement, ça ne va parce que vous n'avez pas la culture de tel ou tel sport que vous ne pouvez pas obtenir des résultats sportifs importants dans celui-ci. Par exemple, le Qatar, en 2015, a accueilli chez lui le mondial de handball et s'est constitué dans les années qui ont précédé la compétition une équipe faite notamment de joueurs de handballeurs de haut niveau naturalisés pour du coup avoir un niveau suffisant afin d'atteindre la finale de la compétition. Et donc en 2015, on a eu une finale de hand, c'était la France contre le Qatar. La France a remporté la compétition, mais le Qatar a réussi à atteindre un niveau qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années, tout simplement parce que quand les moyens politiques sont mis sur la table, parfois il est possible de créer cela. Après, ça dépend beaucoup, évidemment, des sports et des règlements qui sont mis dans ces sports. Depuis, par exemple, 2015, le handball a drastiquement changé, justement, la façon dont les équipes nationales pouvaient ou ne pouvaient pas naturaliser des joueurs dans leur équipe. Alors, je n'ai pas les données exactement en tête, mais en clair, c'est des choses qui évoluent. Dans le rugby, et c'est là où je pense que, Carole, toi, tu as potentiellement plus d'informations, mais dans le rugby, il me semble que justement, il est plus facile pour une équipe de naturaliser des joueurs. Je crois que si vous ne jouez pas pendant 3 ans pour une équipe nationale et que vous avez par exemple une binationalité, alors vous pouvez changer d'équipe nationale première. Donc on pourrait imaginer justement certaines puissances euh, émergentes dans le rugby chercher à naturaliser d'autres joueurs et du coup à augmenter leur niveau de jeu. Après, au-delà des pays du Golfe, pour le moment,
on a quand même la sensation que le rugby reste l'apanage d'un cercle finalement assez fermé, hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent. Oui, très rapidement, puisque je sais que le temps est compté, deux éléments de réponse. Le premier, effectivement, il y a eu cette décision de World Rugby d'augmenter le nombre de pays à 24 à partir de 2027, c'est-à-dire demain, ce qui est bien dans le sens où on va avoir plus de pays qui vont pouvoir participer. Et la vraie question qui va se poser, c'est de savoir comment est-ce que le calendrier va être organisé pour permettre à ces 24 nations de véritablement avoir une chance, hein, de pouvoir disputer des matchs à un niveau intéressant et ne pas se prendre 96 pions comme la Namibie a pu le prendre contre la France, avec aussi la vraie question de la santé des joueurs, d'un point de vue de la surcharge des calendriers, d'un point de vue aussi de leur santé physique, avec, on n'a pas parlé, mais la question des commotions cérébrales ou plus largement des blessures qui se posent, notamment quand on fait jouer des joueurs professionnels contre des joueurs amateurs qui ne disputent que 3 matchs à très haute intensité tous les 4 ans. Donc ça pose ces questions-là, dont semble se saisir un tout petit peu World Rugby, mais la prise de conscience semble encore un peu lente. Et les différentes discussions qu'on a eues les derniers jours sur le sujet montrent qu'il y a vraiment cette, cette vision du rugby d'en haut qui ne rejoint pas toujours, voire même pas du tout, d'autres visions de rugby plus de, de- de nations émergentes. Et dernier point sur le Golfe Persique, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar avait laissé courir un certain nombre de bruits sur l'accueil d'une potentielle Coupe du Monde masculine de rugby. Pour 2027, finalement, ce sera l'Australie qui l'accueillera. 2031, ce sera les États-Unis, avec aussi une organisation Coupe du Monde féminine et Coupe du Monde masculine 2 ans après. L'Arabie Saoudite, dans un article publié par un journal irlandais en août, a laissé penser qu'elle pourrait candidater à une Coupe du Monde, à l'accueil d'une Coupe du Monde en 2035. Ce qui est évidemment une rumeur, donc on la prend avec toutes les précautions nécessaires, mais ça montre à quel point il y a aussi cette volonté d'investir dans tous les domaines. Notons toutefois que l'Arabie Saoudite n'est pas encore membre de World Rugby, donc le chemin reste encore long, mais il est intéressant, à mon sens, de voir que le rugby n'est plus l'apanage d'un certain nombre de nations. Une autre question, alors elle nous vient d'un étudiant à l'Institut des relations internationales au Cameroun. Il est de nationalité tchadienne et il nous pose la question du rugby africain, encore peu valorisé sur la scène internationale, évidemment à l'exception de l'Afrique du Sud et peut-être de la Namibie, mais qu'en est-il du développement du rugby sur le reste du continent africain? Alors, je pense que c'est moi qui vais y aller, Lucas. Oui. Très bonne question sur le rugby africain, effectivement, qui est complètement éclipsé par les très bonnes performances et l'exceptionnelle performance de l'Afrique du Sud sur ce domaine. Il est toujours important d'avoir en tête qu'en réalité, il y a très peu de nations africaines qui ont participé à la Coupe du Monde de rugby. De mémoire, la Côte d'Ivoire avait participé en 1995, la Namibie avait participé à 7 reprises, le Zimbabwe avait participé à 2 reprises et c'est tout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un fort, un certain nombre de difficultés à des nations africaines d'arriver à performer sur le haut niveau, avec toutefois un État une équipe qui va être intéressante à suivre dans les prochaines années, qui est celle de l'Algérie, qui était passée à 2 doigts d'une qualification pour cette Coupe du Monde, mais qui finalement n'avait pas pu s'imposer. Et c'est aussi dû, à mon sens, là encore, au mode de fonctionnement et au mode de qualification de cette Coupe du Monde, puisque, et sans rentrer trop dans les détails, on a actuellement des qualifications qui sont fixées quasiment d'une Coupe du Monde à une autre. Par exemple, pour cette Coupe du Monde 2023, on a pris les 12 meilleures nations de 2019, les trois premières nations des 4 premières poules, ce qui n'a ouvert en réalité que 8 places à d'autres nations. Et en fonction des qualifications et en fonction des éliminatoires, très peu de places sont réservées à l'Afrique. Et donc, ça montre aussi à quel point il y a un vrai euh, problème dans la gouvernance qui montre que
qu'il est très difficile d'arriver à se faire une place dans cette compétition. Et donc, si on pousse le raisonnement encore plus loin, ça montre aussi à quel point il est essentiel et important pour ces structures-là, à la fois le Rugby Afrique, mais plus largement au sein de World Rugby, d'arriver à avoir des représentants africains qui pèsent dans les discussions sur la scène internationale. Il est d'ailleurs intéressant et je terminerai par là, sur sur les représentants au Conseil de World Rugby. De mémoire, il y a trois représentants, nations représentées, trois nations africaines représentées, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Kenya uniquement. Et pareil au sein des commissions, c'est quelque chose qui est encore très largement, euh, beaucoup trop petit pour pouvoir véritablement peser à l'échelle internationale. D'accord. Une participante nous attire notre attention sur le développement du rugby dans le milieu scolaire en Afrique, notamment au Mozambique ou encore au Sénégal. Voilà. On va prendre une dernière question. On va revenir au rugby à 7 dont vous avez parlé, Carole Gomez. Est-ce que ce format redevenu sport olympique peut devenir un vecteur de mondialisation plus efficace que le format A15? Oui, en tout cas, c'est ce que je crois, même si ça me permet de préciser quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui est pourtant essentiel dans cette compréhension. Je vous ai dit que le rugby à 7 avait fait son entrée au programme olympique à partir de 2016. Il est présent jusque 2028. Pour le reste, pour la suite, on ne sait pas. Et on a pu voir au cours des dernières semaines à quel point le programme olympique était sujet à des tractations nombreuses. On a vu avec le cricket, par exemple, qui fera son entrée au programme olympique. Donc il va être surtout très important de voir si ce rugby à 7 continue à demeurer une discipline olympique. D'autres États continueront à investir dans cette discipline, et donc on pourra voir encore de nouvelles nations investir, performer dans cette discipline. Et donc, à mon sens, oui, le, la mondialisation pourra se poursuivre par ce canal-là, et je le répète, en rugby masculin comme en rugby féminin. Et c'est ça aussi qui me semble très important, puisque c'est, à mon sens, deux vecteurs clés de développement, la pratique du rugby à 7, mais aussi, et on n'en a que trop peu parlé, la pratique du rugby féminin, qui a été un sujet d'intérêt, de désintérêt à peu près total de la part des institutions nationales et internationales pendant un certain nombre d'années, et qui véritablement a connu un déclenchement au tournant des années 2010 et notamment 2014, où on a commencé véritablement à compter le nombre de joueuses, le nombre de pratiquantes, et donc à estimer sa force. Et donc aujourd'hui, on se rend compte, au World Rugby notamment, mais aussi les fédérations nationales, se rendent compte que le vivier de pratiquants est sans doute à ce niveau-là, et non plus au niveau des garçons, qui ont été très largement approchés, mais sans doute au niveau des femmes. Bien. Le temps va nous manquer, hélas, pour prendre toutes les questions qui nous ont été posées. En tout cas, je remercie les participants pour leur attention et leur participation. Et un très grand merci à nos intervenants, Franciane Allaire, Henri Simoneau, Lucas Aubin, Carole Gomez. Voilà, cette visioconférence, je crois, aura été très dense et très, très riche en informations et en perspectives. Elle sera rediffusée très rapidement sur les plateformes Iris et Hachette. Voilà, pour un replay. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et à tous, et une bonne fin de Coupe du Monde, malgré tout.